Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes bien évidemment toujours en live lecture. Nous sommes à la suite de la précédente. Nous arrivons aux résultats sur le long terme de ces études qui ont été menées sur les tentatives, plus ou moins fructifiantes, on va dire, de justice réparatrice. Le week-end m'a fait du bien et là il faut que je fasse quelque chose, j'ai l'impression de tourner en rond. Et bah écoute, nous on est en train de parler de justice réparatrice et du coup bah on juge un petit peu beaucoup quand même que la qualité des travaux, on va dire, est discutable. À partir du moment où notamment c'est les flics qui vont gérer la justice réparatrice, on se rend compte que bah en fait ça marche pas. Parce qu'ils font pas de justice réparatrice. Et du coup, quand il y a les chercheuses qui sont là, on est en train de leur dire non, mais ça, c'est pas bien, ça marche pas. Ils te disent ta gueule, on sait mieux que toi. En gros. Donc vraiment, on juge un petit peu, mais bon, voilà. Mais ceci dit, c'est intéressant. C'est sûrement à cause d'Antipé que je me suis retrouvé ici. Ah ouais? Ah bah, en tout cas, dans tous les cas, c'est cool. Les résultats à long terme. Concernant la réparation, elle a été complètement remplie par l'offenseur pour 59% des cas. Partiellement remplie à 29%. Par exemple, il y a eu la réparation symbolique de lettres d'excuse, mais pas le paiement total. L'effet à long terme sur les victimes a pu être néanmoins assez positif, surtout quand la réparation impliquait une vraie résolution du problème. Par exemple, dans un cas, durant la séance, un offenseur avait promis de discuter avec une autre harceleuse de la victime, non présente, afin de la persuader d'arrêter. Eh bien, l'agresseur a dit qu'elle allait parler à la co-agresseuse. Et elle l'a fait. Et je sais qu'ils ne sont pas après moi. Et tout. Donc, c'est calmé et je peux sortir. Je me sens beaucoup plus en sécurité quand je sors et tout. Je sors beaucoup plus maintenant. Dans le cas d'un vol où la victime est un représentant d'institution, le processus n'a pas marché, même si l'offenseur a néanmoins changé. Je pense que cette affaire de justice réparatrice est une perte de temps. Ça ne fait pas de mal de laisser la victime rencontrer la personne qui a commis le vol, mais en général, si une personne vole, elle n'est pas du genre à avoir honte ou à s'excuser pour ce qu'elle a fait. Si c'était le cas, elle ne l'aurait pas fait en premier lieu. Dès le début, je me suis dit, tout cela est futile. Peut-être aussi se poser la question de pourquoi il y a eu du vol aussi, accessoirement, mais bon, bref. Les chercheurs racontent que, dès le départ, le représentant de l'institution victime avait été très cynique au sujet du processus. Lors de la rencontre, il y a eu une grande tension. Le délinquant niait que l'homme avait subi un préjudice et refusait catégoriquement de verser une indemnisation. Il a reconnu n'avoir causé que des désagréments mineurs. Il a cependant expliqué lors de l'entretien que la réflexion sur la réunion après l'événement l'avait amené à changer d'avis. Si la victime n'avait pas été là, j'aurais simplement écouté ce que le policier avait à dire. Je ne respecte pas du tout la police, alors j'aurais juste dit « D'accord, merci, au revoir ». Mais parce que ce type était là, j'ai fait plus attention à la situation. Et au lieu de dire « Oui, peu importe, j'ai en fait écouté ce qu'il avait à dire. Et maintenant, je le pense toujours avant de faire quelque chose. Je pense à ce que je devrais faire plus tôt. Intéressant. Intéressant. Ouais, j'allais faire la réflexion sur les causes du vol. Oui, non mais normal. Je crois qu'ici on est un peu de gauche, mais franchement, très légèrement quoi, hein, de manière, comment dire, contrôlée, pas trop wokiste, presque d'ailleurs ici on vote Sogdem, bien sûr. Non. On met pas de vote pour les droitos. L'étude a révélé que bien que l'avertissement s'adresse à des primo-délinquants, en fait, 82% d'entre eux étaient déjà récidivistes. Les chercheurs ont utilisé des questionnaires d'autodéclaration des délits avant la séance de réparation sur les offenses des 12 mois précédents, puis après. Les offenses graves concernant vol d'un véhicule automobile, d'une moto, cambriolage, vol à l'arraché, menace d'une arme, passage à tabac, agression nécessitant un traitement médical, conduite en état d'ivresse. Ah oui, quand même. Je suis suisse, je peux pas être de gauche par nature. Hein. En l'occurrence, je vais voter dans 1 heure. Tu votes? Sérieusement, c'est rond? Tu vas voter quoi? On veut tout savoir, non? On veut tout savoir. Dans quelles conditions tu vas voter? Pourquoi tu vas voter? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour qu'il y ait un vote où tu vas? Genre je veux bien qu'on me mette face au PDG d'Intermarché dans une perspective de justice réparatrice perso. Ouais, hein, moi aussi j'ai bien envie pour expliquer un petit peu. Alors du coup il y a des gens qui crèvent et vous jetez de la bouffe et vous mettez de la javel dessus. Du coup niveau préjudice on fait comment pour régler ça? Prolongation de la loi Covid, loi climat et taxer les entreprises multinationales. Ça a l'air bien? Ça a l'air bien. La Suisse c'est le pays où tu votes toutes les semaines. Bah j'ai l'impression que tu votes pas tant que ça en Suisse parce qu'on s'en bat un peu les couilles de ton avis et que tiens la droite. Je crois. Mais après, je suis pas suisse, hein, donc j'en sais rien. Hein.
tous les 6 mois, je crois, normalement. Oh, en vrai, c'est cool. J'aimerais bien un système où on vote un peu plus souvent. Bon, en évitant du coup d'avoir un pays de droitos, ça serait mieux, mais... Les chercheurs recommandent la prudence quant à leurs propres données. Bien qu'il semble qu'un échantillon semble avoir terminé sa carrière criminelle, cela ne peut être considéré comme la preuve d'un succès relatif ou d'un échec relatif de la justice restauratrice. De plus, il y a peu de données concernant l'avertissement à l'ancienne qui permettraient de vraiment comparer. Mais il cite néanmoins une étude de Hinn et Selnick en 2000, constituée d'un échantillon de 4718 jeunes âgés de 10 à 17 ans, qui avaient été mis en garde en 1998, oui parce que 1800 ça aurait été un peu plus loin, hein, mais bon voilà, en 1998, et ont constaté que 29% d'entre eux avaient été sanctionnés dans l'année suivant la mise en garde à l'ancienne. Alors que dans leur échantillon final, seuls 14% ont été sanctionnés, pas sectionnés, hein, c'est mieux sanctionnés, à nouveau dans l'année suivant l'avertissement. L'avertissement réparateur pourrait donc être considéré comme ayant réduit de moitié la probabilité d'une nouvelle sanction dans l'année suivante. Mais les chercheurs mettent en garde contre une conclusion trop rapide. Leur échantillon étant petit, restreint à certains critères, le processus de justice restauratrice n'est proposé que dans certaines situations. Il est difficile de généraliser. Le temps d'étude sur le long terme a peut-être été trop court. Cependant, à présent que les documents de justice restauratrice par la police en Angleterre arguent une récidive réduite à 14%, d'autres chercheurs rejettent au contraire le fait de vendre les processus de justice restauratrice pour ces résultats, qui pour eux détournent l'essentiel de cette démarche. Howard Zehr rappelle que les programmes de justice restauratrice ne sont pas conçus pour diminuer le taux de récidive, que cela en est un sous-produit. Cette forme de justice est d'abord mise en place parce que c'est la bonne chose à faire, que les besoins de la victime doivent être satisfaits, que les délinquants doivent assumer leurs responsabilités, que les autres personnes touchées doivent être associées au processus. Autrement dit, se centrer sur les résultats chiffrés, tels que le taux de récidive, est une perspective trompeuse et qui empêcherait de se concentrer sur l'essentiel qu'est la justesse du processus. Et ça, c'est un focus très important. Ça, c'est un point très important. Et ça, typiquement, c'est très cool que Vici s'ait fait bien un petit paragraphe pour le remettre devant. Parce que, effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas là parce que ça nous importe de baisser en soi la récidive. On s'en fout. C'est une des conséquences que, factuellement, ce modèle de justice, qui est plus équitable, qui est plus propre, qui est plus juste, amène à moins de récidives. C'est un sous-produit, comme c'est dit dans le texte. C'est une conséquence, mais on fait ça parce que, justement, c'est la chose à faire. Parce que, au contraire, la justice répressive n'est pas la chose à faire. Non seulement elle n'obtient pas de bons résultats, d'une part, mais au-delà de ça, c'est surtout que c'est un processus qui est violent. C'est un processus qui est opprimant. C'est un processus qui est très fortement biaisé par les discriminations racistes, sexistes, etc. Et si on veut mettre en avant justement la justice restauratrice, c'est pas spécialement pour baisser en fait le taux de récidive derrière, c'est surtout parce que c'est la chose où, pour le coup, c'est un processus dans lequel on va traiter humainement les problèmes et les gens, en fait. C'est un processus qui est beaucoup plus juste et adéquat pour amener notamment une société plus juste et adéquate aussi, et que c'est surtout ça le point principal, c'est ça l'élément qu'il faut mettre en avant, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est très bien que ça baisse de moitié les récidives, très cool, très très bien, on en est heureux, mais finalement, on s'en tape. C'est une conséquence qui est relativement, on va dire, prévisible et prévue, ok, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour ça qu'on met ça en place. Parce que sinon, on serait toujours dans une logique qui est débile de répression et de contrôle de la population, de contrôle de ce que fait la population. Or, c'est pas le propos. Justement, on ne veut pas mettre un énième système de contrôle et qui va pérenniser encore et encore justement ce côté, comment dire, ce côté contrôlant, ce côté paternaliste, infantilisant qu'a la justice, notamment la justice répressive. J'ai l'impression que la justice est, en plus du contrôle, aussi très animale. C'est-à-dire, dans quel sens très animal? Tu veux dire plus sauvage? Plus brut, peut-être?
je sais pas, basé sur un fonctionnement très instinctif. Là, il faudrait plus d'humanité. Oui et non, parce qu'on a déjà vu, pour le coup, pas spécialement là dans ce chapitre présent, mais on a déjà vu plus tôt dans le livre que justement, très instinctivement, on va dire, on ne va pas sur du répressif, on ne va pas sur du cassage de bouche. En fait, instinctivement, on a plutôt tendance, en tant qu'espèce humaine, parce qu'on est une espèce grégaire, parce qu'on est une espèce sociale, à aller sur de l'entraide, sur de l'ouverture. Ce sont des constructions sociales qui nous poussent justement à des comportements inhumains, à des comportements asociaux, à des comportements violents, à des comportements dominateurs. C'est parce qu'on est dans une construction sociale qui est très fortement influencée par le patriarcat, par le capitalisme, et que les deux se répondent les uns les autres, etc., qu'on en arrive à avoir ces constructions sociales, et donc on arrive derrière à avoir des institutions, et donc notamment l'institution judiciaire, qui a ce côté répressif, contrôle, violent. Mais ce n'est pas instinctif. Alors après, peut-être que je n'ai pas la bonne définition par rapport à toi d'instinctif, parce que pour moi, instinctif, c'est dans le sens réaction naturelle, on va dire, la réaction sans éléments perturbateurs, on va dire. Et là, en l'occurrence, peut-être que c'est pas ça que tu sous-entends. Mais en tout cas, par contre, je trouve que il y a un côté plus instinctif. C'est un salon de coiffure. Attendez, je vais mettre un truc adapté. Je peux te dire un truc? Non. Voilà. Et après, effectivement, sur la coopération, qu'on soit d'accord, c'est pas du tout propre à l'espèce Homo sapiens. Il se trouve que juste notre espèce est une espèce qui, notamment, est axée sur la coopération, entre autres. Pardon, tu disais des trucs sérieux. Avant, il faut que j'aille préparer manger avant de partir bosser. Je vais vous faire des bisous et à bientôt. Des bisous Asa, merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas jusqu'à présent. J'espère que ça t'a plu, que c'était intéressant. Et passe une excellente journée et évidemment un bon repas à toi. C'est ça dont je voulais parler. J'ai l'impression, sûrement à tort, que la vengeance serait un truc qu'on trouve chez les singes, par exemple. Bah, pas tant que ça, non. Chez pas mal d'espèces, on n'a pas forcément le mécanisme de vengeance, en fait. Tu as beaucoup de mécanismes au sein de la nature qui sont des mécanismes de réaction. Il se passe un truc, il y a une réaction derrière. Ça, oui, bien sûr. A contrario, la vengeance, c'est que même en dehors du cadre où il s'est passé un truc, sur le long terme, tu vas vouloir continuer à faire payer la chose. Or, ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la nature. Pas tant que ça. Tu vas avoir des choses qui peuvent être très violentes en termes de réaction, parce qu'un animal a fait, par exemple, une situation très dangereuse à un autre animal, et donc il peut y avoir une réaction violente, il peut y avoir une réaction d'agression. Ça, oui, bien sûr. Mais dès le moment où les animaux vont s'éloigner, tu vas pas vraiment tomber, sauf dans le cas évidemment d'un chasseur qui va du coup chasser une proie, hein, parce qu'il a faim et qu'il doit manger. Tu vas pas te retrouver dans une situation où la personne attaquée, enfin l'animal attaqué, va suivre l'autre animal envers et contre tout pour essayer de se venger et d'éliminer l'autre. Pas du tout. L'élimination de la vie dans le cadre de la nature, c'est quasi systématiquement toujours quelque chose qui est parce qu'il y a un besoin primaire de manger là, maintenant, tout de suite. Parce qu'il y a un besoin primaire de rester en vie, parce que en face, c'est un ennemi qui est en train de t'attaquer, qui va pour te tuer là, maintenant, tout de suite. En dehors de ça, tu le retrouves pas trop. Bien sûr que tu as des phénomènes d'exclusion de groupe. Pour autant, tu n'as pas, dans le cadre de la vengeance, tu vas avoir un côté revanchard. La vengeance, c'est venir faire payer l'action. Dans le cas des phénomènes d'exclusion de groupe, dans notamment des comportements des singes qui du coup vivent effectivement en groupe, c'est une espèce de singes qui vivent quand même avec des gros groupes et qui peuvent donc avoir des comportements d'exclusion de groupe. Ce que tu vas surtout constater, c'est parce que toi tu poses problème, là maintenant tu as un danger, tu présentes un danger, et tant que tu présentes un danger, tu es exclu du groupe. Mais on constate aussi qu'à certains moments, en fait, les exclusions de groupe peuvent disparaître du jour au lendemain si le danger n'est plus là. Typiquement, tu as déjà des comportements d'exclusion de groupe qui ont été repérés dans des groupements de singes parce que, en fait, un individu est malade. De manière évidente, on voit qu'un singe est malade. Les autres singes le voient, ils l'excluent du groupe parce qu'ils voient qu'il est malade et donc il représente un danger pour leur groupe. Dès le moment où il est plus malade, il est réaccepté à l'intérieur du groupe parce qu'il ne représente plus un danger. Et ça, on l'a déjà constaté. Donc on n'est pas sur de la vengeance, on est sur de la protection. Il y a un danger, il y a un élément là, maintenant, tout de suite, qui fait que les groupes animaux vont se protéger du danger. Dès que ce danger est passé, ça s'arrête, il n'y a plus besoin.
Bonjour, hola Coca, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien aujourd'hui. Donc du coup, les processus de vengeance sont relativement rares en vrai. Et pour le coup, c'est absolument pas quelque chose qui est instinctif, qui est de l'ordre de ni de l'inné, ni de quelque chose qui est largement partagé en dehors de toute influence. Ce sont des constructions sociales qui nous poussent à avoir des modes de fonctionnement, notamment basés sur nous les humains, la vengeance. Ce sont des constructions sociales parce qu'on a construit le modèle notamment de l'homme sur une certaine vision, notamment masculiniste, violente, revanchard, etc., viriliste, qui amène du coup à ces visions de la vengeance. C'est parce que nous avons un bagage religieux, par exemple dans le cadre de la religion chrétienne, où pourtant, même si vous avez, tu tendras l'autre joue, aussi d'autres passages qui sont beaucoup plus violents, où on te dit aussi qu'il va falloir faire payer et salement faire payer les gens. Voilà, ce sont des constructions sociales, ce sont des constructions qui sont faites sur le long terme, parce qu'on partage une certaine culture, une certaine vision dans cette culture, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie des éléments dans lesquels on grandit en fait, tout simplement, et que du coup on va partager nous-mêmes sans forcément pouvoir les conscientiser, mais qui sont là, et qui nous poussent à avoir cette vision-là. Je suis à la fois étonné et soulagé. Si c'est si construit, ça veut dire que c'est plus simple à travailler, je suppose. Mais tout à fait. Encore une fois, un truc qui est super intéressant, tout à l'heure on l'a dit avec notamment B6, elle était là, elle nous avait dit, c'était Lepage en 2017, je crois. On constate que les personnes qui ont un très haut score RWA, donc autoritarisme de droite, donc en gros les fachos, si un facho vous l'épuisez mentalement et que derrière vous lui faites repasser une échelle qui va mesurer justement son score RWA, vous vous rendez compte que ce score baisse. Autrement dit, vous constatez que la construction facho, la construction des comportements justement de racisme, de discrimination, etc., sont une construction sociale qui est maintenue, qu'il faut faire un effort pour maintenir. Que ce soit un effort conscient ou pas, là n'est pas la question, parce qu'encore une fois, beaucoup des processus que nous avons, qui sont en cours dans nos têtes, sans même s'en rendre compte, sont des processus qui demandent un certain nombre de ressources, mais qu'on n'a pas forcément conscience de donner. Pour autant, le fait est qu'on donne certaines ressources pour ces constructions-là. Et donc, ce que ça montre, c'est bien que ce côté revanchard, ce côté violent, ce côté à faire des hiérarchies au niveau des humains, etc., ces discriminations, ce racisme, etc., tout ça, ce sont des constructions sociales qui peuvent être déconstruites. Encore une fois, c'est super intéressant parce que ça montre bien qu'on peut les travailler, qu'on peut aller vers du mieux. On peut aller vers des sociétés qui sont plus positives, avec des comportements plus d'ouverture, justement, parce que cela reste des constructions sociales. Et qu'à contrario, on constate de manière même très récurrente que même avec des constructions sociales qui sont aussi violentes, aussi réactionnaires, aussi ségrégationnistes, aussi discriminantes, etc., alors qu'elles ont autant pignon sur rue, alors qu'elles sont autant omniprésentes, justement, elles ne sont pas partout. Elles ne sont pas omniprésentes. Tout le monde ne l'est pas. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre bien que, justement, notre espèce, alors je vais dire naturellement, entre gros guillemets, plus naturellement a tendance à aller vers, justement, de la coopération et de l'entraide. Parce que c'est une réponse qui est, d'un point de vue évolutif, beaucoup plus adaptée. Voilà, on va pas se mentir. Être un connard tout seul dans son coin, ça marche vachement bien sur le long terme. C'est un constat, c'est un fait. Alors c'est sûr que quand vous êtes plusieurs connards ensemble dans votre coin, vous allez pouvoir être peut-être plus efficace violemment, etc. C'est ce qu'on constate avec les mouvements d'extrême droite. Le truc, c'est que à long terme, vous finirez toujours par vous entre-déchirer comme des connards. C'est qu'on a constaté, par exemple, avec les nazis. L'Allemagne nazie, avant même que Hitler se fasse défoncer par toute l'alliance dans la gueule des États-Unis, etc., le fait est que déjà, en interne, les nazis se tiraient dans les pattes les uns avec les autres. C'est ce qu'on constate dans de très nombreux systèmes, justement, notamment militaristes, d'extrême droite, fascistes, où on constate justement des comportements et des idéologies basées sur la ségrégation, etc. On se rend compte que, en fait, les mecs d'extrême droite se tapent entre eux. Littéralement, parce que leur vision du monde est une vision qui est basée sur l'individualisme, le héros solitaire dans son coin, etc. Et donc, ce n'est pas une réponse évolutive qui est adaptée, puisque, en fait, c'est moins efficace. Point. En fait, factuellement, c'est moins efficace. Ce qui a permis, notamment à l'espèce humaine, entre autres, de rester en vie, de continuer à évoluer, etc., c'est justement parce qu'on coopère. On coopère, on échange, on s'entraide. Et c'est notamment quelque chose qu'on peut constater. Alors, tu fais très bien de dire ça, du coup, Axel. Pourtant, de l'extérieur, on a l'impression que c'est la gauche qui passe son temps à s'engueuler. Alors, oui mais non.
La droite passe son temps à s'engueuler entre elles, ça se voit tout le temps. Je vous reprends par exemple un cas très très con. Vous avez Darmanin d'un côté qui est l'exacte même chose que vous avez au niveau d'un Le Pen ou d'une Le Pen. Pour autant, Darmanin et Le Pen s'envoient des fions constamment dans la gueule. Pour autant, un Zemmour, qui est la même chose qu'une Le Pen, s'envoie des fions constamment dans la gueule. Un Zemmour et un Darmanin aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir une position hégémonique. Et qu'ils n'acceptent pas le fait qu'il y en ait d'autres. Et donc de fait, ils vont continuer à se foutre sur la gueule constamment. A contrario, au niveau de la gauche et des groupes de discussion de la gauche, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que on échange, on essaye de trouver des consensus. Et comme on essaye de trouver des consensus et que nous sommes des personnes qui sont fondamentalement toutes différentes les uns des autres, et ben il y a des échanges qui peuvent être vifs, qui peuvent prendre du temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Effectivement, on prend beaucoup de temps à échanger. On peut avoir des discussions qui sont plus ou moins longues. On peut ne pas tomber d'accord, etc. En effet, c'est vrai. Mais, à contrario, on n'essaye généralement pas d'aller dans la destruction d'autrui. Ce que font les fachos. C'est-à-dire qu'au meilleur, vraiment au meilleur de notre, de notre hargne dans les mouvements de gauche, vraiment le plus haut du sabotage de l'autre, c'est de dire je vais pas avec toi, point. C'est tout. Ça veut pas dire qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Juste, au mieux des cas, je te calcule pas, tu vas dans ton coin, je vais dans mon coin, et puis voilà. Alors qu'à contrario, du côté de la droite, au meilleur des cas, ils restent chacun dans leur coin et ils se font pas chier. Voilà. Et généralement, ils se tirent une balle dans la tête et dans le dos. Je vous jure que dans les deux, il y en a un des deux qui va rester en vie plus longtemps. C'est pas la droite. On reste plus en vie généralement quand on n'a pas une balle dans le dos ou dans la tête. C'est mieux. Le plus violent qu'on a, c'est quand on s'amuse à dire constate entre Ostroth. Mais oui, voilà. Enfin, typiquement, nous, notre plus haut niveau, c'est je vais pas venir te voir, je vais pas te propulser, je vais pas être d'accord avec toi, et puis c'est tout. Voilà. Ce n'est pas ne pas faire de la coopération, hein. Là, on est toujours dans un modèle où juste, voilà, c'est le pire, c'est t'es plus mon copain. Voilà. L'autre côté, encore une fois, c'est on va s'entretuer. On va s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. Voilà, donc d'un côté, t'as Highlander. Et attention, spoil, hein. Dans Highlander, à la fin, il n'y en a plus qu'un. Et quand il en a plus qu'un, il meurt. Il devient mortel. C'est une très bonne analogie, du coup. Voilà. Alors que, tant qu'il y en avait plus d'un, eh ben il mourrait pas. Étonnant. Comme quoi, hein. Bref, donc vous voyez un peu l'idée, quoi. Le 2 n'existe pas. Voilà. Je continue la lecture. Il n'y a eu qu'un cas où le processus de justice restauratrice a empiré la situation. Il s'agissait d'une infraction mineure au code de la route et ni le facilitateur ni le délinquant ne pensaient qu'il y avait quelque chose de mal qui avait été fait. La séance a été mal préparée, le délinquant et son accompagnateur ne savaient même pas que le rendez-vous auquel ils venaient était un avertissement réparateur, et la discussion a porté sur la légitimité ou non de l'arrestation. Un an après, les chercheurs ont eu des discussions avec l'accompagnateur qui leur ont fait penser que la séance en question a empiré les choses. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez dire à propos de la réunion ou de ce qui s'est passé depuis ? Je pense que l'effet à long terme est que Sam n'a plus de respect pour la police. Il n'en a toujours pas à cause de ce qu'il a vécu sans raison, donc c'est honteux, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est de pire en pire, à chaque fois qu'il y a, la police. C'est devenu pire l'année dernière, avec un peu d'insolence et tout le reste. Il est juste effronté, il jure, il pense que c'est drôle, vous savez. Il y a juste eu l'effet inverse de ce qu'il aurait dû y avoir en réalité. L'avertissement était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Sam. C'est vraiment dommage de voir comment ça s'est passé, parce que je les ai élevés dans le respect de la police, vous savez. Ils ont toujours été là pour nous si nous étions cambriolés, ou si les enfants avaient été perdus, ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai toujours eu confiance en eux et j'ai élevé mes enfants de cette façon, et l'officier de garde a vraiment tout gâché. Et la réunion en poste de police n'a pas amélioré les choses, elle les a rendues pires, vous pensez ? Oh oui, définitivement, c'est sûr.
Je vois vos blagues, putain. Highlander d'un côté, Highlander de l'autre. Ah là là. La série existe par contre. Oui, j'aime bien la série. J'ai regardé la série quand je rentrais du collège et du lycée. Et déjà à l'époque, c'était vieux, ceci dit. Mais c'était bien. Voilà, j'ai éclaté de rire, je suis en open space au travail. Oups. Non, mais t'inquiète, on t'a pas entendu. Ça passe. Ça passe. Les gens qui font des blagues dans le chat alors que le texte est sérieux là. Ah là là. Ah là là, Briga. Ah là là. Franchement. Imagine si là j'avais une copine qui venait, qui faisait des blagues dès son arrivée alors qu'on parlait de trucs très très sérieux et qui derrière venait pointer quand les autres faisaient des blagues alors qu'on lit des trucs très très sérieux. Ce serait honteux quand même comme comportement. Ça serait vachement honteux. Vous là le chat. Je vous juge hein. Et c'est Ron qui se sent pas visé hein. Oui. Oui. Bon, une fois n'est pas coutume, ça nous permet de mettre un petit point à cab. Voilà. Petit point à cab, on constate que bah, du coup, il y a une situation où en fait, bah, si le policier n'était pas là, bah, tout se serait très bien passé en fait. Mais le policier a voulu jouer en mode ah là là, c'est un crime, c'est pas bien, ah là là, tu es vraiment une très mauvaise personne. Et du coup, ça a fait que maintenant, le mec est en mode bah, la police nique ta race. Finalement, qui c'est qui vient mettre de l'huile sur le feu? Bah, c'est la police, comme très souvent. Hein, quand on vous dit qu'en manif, c'est quand même étonnant parce que les manifs se passent très très bien, et puis d'un coup t'as les flics qui arrivent, et d'un coup tout part en cacahuète, et qu'on vient vous dire, notamment sur BFM TV, etc., vous avez vu que les manifestants sont violents et compagnie, faut peut-être se poser la question de pourquoi c'est systématiquement à partir du moment où la police est là que tout part en cacahuète. Je vous donne peut-être une solution, hein, vraiment une réponse peut-être par hasard. Hein. C'est peut-être parce que comme l'ont montré un certain nombre d'observateurs, un certain nombre de personnes qui ont étudié d'un point de vue notamment des sciences humaines et sociales le comportement des manifestations et des mouvements de foule manifestations, que les comportements des policiers ont tendance à un petit peu chauffer, vraiment un tout petit peu chauffer la situation et à vraiment amener sur des comportements très agressifs de la part de la police et donc forcément des comportements très agressifs de la part des gens qui la subissent. Bizarre, hein, vraiment, mais c'est par hasard si je vous donne cet élément de réponse, vous en faites ce que vous voulez, mais potentiellement ça vient de là. Mais ce serait par hasard, La justice restauratrice estime que l'offense est une rupture de lien, ainsi la réparation des liens est un objet visé. Ici, 28% des offenseurs rapportent des améliorations concernant les relations avec leurs amis ou familles. Plus les séances ont été restauratrices dans leur conduite, organisation, gestion, plus il y a eu un impact positif sur les relations des offenses avec la police. 15% au maximum pour le plus positif, 30% pour un petit impact positif, 55% pour aucun impact négatif ou positif, aucun impact négatif sur les relations. Les participants ne voient globalement pas de problème au fait que ce soit la police qui mène la séance, mais là encore, ils n'ont pas de point de comparaison. Et c'est un point important. Parce que les chercheuses, ils ont bien dit ce serait bien si c'était pas les flics, hein. L'heure que je vais faire des courses et des bisous. Bah, des bisous camarades, j'espère que ça se passera bien pour tes petites courses et que ça se passera bien pour la votation. Certains sont plutôt pour, car cela donne un caractère plus sérieux à la séance, que cela assure un sentiment de sécurité, notamment si la séance tourne mal. Je pense que ce sont des gens qui ont peut-être un haut score RWA, mais je m'avance peut-être. D'autres ont, au contraire, soulignent que les policiers ne peuvent pas bien faciliter les choses parce qu'ils ne sont pas formés sur l'aspect psychologique et ils craignent le retour à un mode interrogatoire. Certains rejettent formellement que la police facilite le type de conférence. C'est tout. De toute façon, pourquoi c'est la police qui s'occupe de la justice réparatrice, la séparation des pouvoirs, tout ça, non, ça on s'en fout, hein. Osef, hein. Ah oui, j'ai failli oublier de prendre l'enveloppe. Et voilà, c'est à ça que je sers. Je suis là pour vous rappeler de poster des enveloppes, comme par exemple, je suis là pour vous rappeler que je suis censé poster cette lettre depuis quelques jours. Cette lettre qui est très très bien postée, comme vous le voyez. Bref. Au moins je fais souvenir aux autres gens d'aller la poster, c'est bien. On va donner la responsabilité de la bien tenue des manifestations à des gens d'une institution qui repose sur la violence et la répression. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Un verre d'eau. Je vais boire. Mais effectivement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer à ce moment-là, quoi? Franchement, inattendu. Surprise. Surprise, surprise.
Toujours plus sérieux d'avoir un Jean Didier à la tribune pour faire des commentaires racistes. Hein. Oui, c'est pas con ça, donner un avocat médiateur ou un autre. Hein. Non, elle n'est pas encore timbrée. Justement, il faut que je passe au niveau de la poste. Il faut que je passe à la poste pour récupérer un timbre. Et en plus de ça, hier, quelqu'un a pris une peluche sur du coup la... Mets la lettre sur le coin de ton écran ou crée un fond d'écran, postez la lettre. Alors en fait, elle est juste là à côté de moi et je l'ai retrouvée hier quand j'ai rangé le bureau. Voilà. Mais ceci dit, en vrai de vrai, je dois de toute façon passer à la poste parce que quelqu'un a pris une peluche hier sur la boutique Kofi. D'ailleurs, je vous permets de vous le rappeler. Je me permets de vous le rappeler. Vous avez la boutique Kofi, incroyable. Hop, qui du coup vous permet d'acheter des peluches faites par Anémone. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne, si vous avez envie de soutenir le travail d'Anémone, puisque Anémone c'est elle qui fait toutes les peluches, elles sont toutes uniques, éventuellement elle peut également en faire sur demande. N'hésitez pas à passer sur la boutique Kofi, parce que c'est là pour ça, tout simplement. Voilà, et donc du coup il faut que j'aille poster une peluche aussi, donc il faut que je fasse un colis, et donc forcément il faut que je passe pour le poster bien comme il faut à la poste. Donc voilà, je m'en occuperai. J'irai plutôt de micromanager tes tâches et de commencer par te procurer un timbre. Non, je vais y passer et tout faire d'un coup, comme d'hab, au bout de 3 semaines. Je crois en moi. Je disais, les participants ne voient, non ça je l'ai lu. En conclusion, les chercheurs, bien que conscients que toute initiative n'est jamais vraiment parfaitement mise en œuvre, estiment que la mise en place de l'avertissement réparateur est un succès, notamment parce que les anciennes pratiques ont été éradiquées en un laps de temps relativement court, et bien qu'il y ait un effet de recherche, tout groupe observé tend à essayer de faire mieux que si des chercheurs n'avaient pas été là, il y a eu quand même des améliorations durables. La recherche a démontré que plus le processus de justice restauratrice était bien mené, meilleurs étaient les résultats pour tout le monde, que ce soit pour les offenseurs, les victimes, les accompagnateurs, l'institution. A noter que le processus de justice réparatrice est moins coûteux que les procédés habituels, du moins sous cette forme-ci étudiée. Les effets négatifs, qui seraient pires qu'avant, sont quasi nuls. Les échecs sont dus à une mauvaise mise en œuvre du processus. Et donc ce n'est pas effectivement le processus, c'est bel et bien la mauvaise mise en œuvre du processus quand notamment vous retombez sur un flic, comme on l'avait lu tout à l'heure, qui dit aux chercheuses « Moi je sais faire mieux, donc là je fais comme vous m'avez demandé, mais dès que vous êtes parti, je refais comme normal, et puis moi je sais que j'ai raison et vous avez tort. » Ce qui ne peut inaugurer que du bon, bien sûr. Il y a évidemment des points à améliorer, et globalement, ils concernent la préparation et le sérieux de la facilitation. En lisant les erreurs et les mauvaises gestions, on a le sentiment que les séances et protocoles associés n'ont pas été pris au sérieux par l'institution. Oh, jure, il semblerait que du coup l'institution policière considère mal des avancées comme la justice réparatrice, et du coup s'en fout un petit peu. Non, franchement inattendu. Vraiment, surprise absolue. Et par ces acteurs mal compris et que ce sont des tendances à l'avertissement à l'ancienne ou pire à l'interrogatoire qui ont repris le dessus, notamment sur cette tendance à dominer le processus par les policiers facilitateurs, ceux-là même qui du coup sont censés être en retrait, je le rappelle. La question de quelle affaire peut se résoudre via la justice réparatrice est aussi questionnable. On a vu que pour les vols commis sur des institutions, la consommation de drogue, des infractions mineures, le processus était peu efficace parce que les acteurs, y compris les facilitateurs policiers, sont peu convaincus du mal fait ou ont du mal à convaincre, notamment les victimes institutionnelles. Une autre étude aux États-Unis montre aussi que la justice restauratrice est plus efficace, notamment pour prévenir la récidive, sur des affaires plus graves qui impliquent une victime directe, comme les agressions. Ce qui semble logique, parce que le mal fait sur la victime est plus concrètement vu, entendu lors de la séance, possiblement davantage compris que pour les petits délits très discutables. Mais le bilan reste très positif, notamment parce qu'il prouve qu'un changement important, institutionnel, est possible. La Thames Valley Police a montré qu'une grande organisation publique peut être innovante, prendre des risques, et, ce qui est peut-être plus surprenant encore, accepter des critiques constructives et modifier ses pratiques conformément aux recommandations des critiques universitaires. Elle continue à innover dans ce domaine, par exemple en introduisant des valeurs et des processus de justice réparatrice dans la manière dont elle traite les incidents non pénalisés, et dans ses propres procédures de plainte et de discipline. Il existe sans doute encore des services de police en Angleterre et au Pays de Galles qui fonctionnent sur la base de l'hypothèse selon laquelle un bon avertissement est celui qui consiste à humilier le délinquant jusqu'aux larmes.
Les résultats présentés ci-dessus devraient contribuer au développement de la justice réparatrice dans tout le pays et espérons-le mettre un terme à ces pratiques contre-productives. Je vais craquer. Alors si tu peux te le permettre, n'hésite pas. Voilà, sache-le. Après, si tu es limite en termes de finances, tu peux aussi ne pas l'acheter, faire attention pour toi. Hein. Si je prends une peluche, c'est pour te donner une raison de plus d'aller à la poste, pour te procurer un timbre. Je fais ça pour toi. J'ai un doute. Je ressens comme un doute. Ça ressemble beaucoup à des justifications, mais il n'y a pas de problème. Hein. Si tu as besoin de moi pour être la justification, il n'y a aucun problème, ça aide drastiquement la chaîne. Sachez-le, j'ai des revenus qui sont très limités. Globalement, je gagne à peu près une centaine, 100 à 150 euros par mois de mes activités de streaming et de YouTube, et de ce que je fais en dehors aussi à côté par rapport à la chaîne en général, ce qui est peu. Voilà, on va pas se mentir. Donc, si vraiment tu as besoin de moi comme justification, sache que tout achat ou toute aide en forme de don est fortement apprécié et que ça aide drastiquement à pouvoir maintenir cette activité. Voilà, si vraiment tu as besoin de te justifier, n'hésite pas, ça marche. Après, je le répète, attention pour vous, si vous êtes limité en termes de finances, ne dépensez pas à tort et à travers. Hein. Faites attention à vous, protégez-vous et gardez-vous de quoi manger, boire, payer vos factures, etc. Hein, vraiment. Mais la police peut-elle vraiment œuvrer selon la justice restaurative Est-ce que la justice restauratrice peut changer positivement la culture policière? Bah non, parce qu'il faut changer la police, parce qu'en fait il faut enlever la police, voilà, mais bon... Désolé. Réflexe. Moi on me dit, est-ce qu'on peut changer la police? Moi je dis oui, on la dissout. C'est changé. Avant, État, police existe. Après, État, police n'existe plus. C'est un changement, c'est valide. Deux questions se posent face au constat de cette recherche sur la police restauratrice de la vallée de la Tamise et tout ce qu'on a vu dans le chapitre confrontation. Est-ce que ces actes de facilitation, portant une conception différente de ce qu'est la justice, créent un changement dans la culture policière? Ou est-ce que c'était déjà des policiers atypiques? Ainsi, cela ne changerait rien au niveau du groupe. Ça, c'est intéressant de ouf. Je pense qu'on peut facilement trouver 13-12 raisons d'abolir la police. Oui. Ça, c'est grave intéressant comme question. Parce que comme je vous l'ai dit, on a constaté globalement qu'au sein de la police, quand vous avez un profil qui ne correspond pas trop aux valeurs notamment racistes, aux valeurs de discrimination, etc., qui sont très 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 fortement présentes et qui font corps avec l'institution policière, les personnes ont tendance à être jarretées, à être repoussées en dehors de la police, ou à contrario, se font, on va dire, corrompre et finissent par intégrer tous ces codes-là de racisme, de culture machiste, etc. et finir par en faire finalement leur propre valeur, au moins en grande partie. Et donc du coup, c'est assez intéressant de se poser la question de, en fait, est-ce que le fait de pouvoir mettre en place cette justice du coup restauratrice, et non plus punitive, est-ce que finalement ça ne va pas toucher les profils de policiers qui sont justement ces profils de policiers qui à terme se font pousser en dehors de la police en général, ou les profils de police qui notamment ont fini par accepter à faire avec les codes de la police, de l'institution policière, encore une fois racistes, oppressifs, etc., mais qui sont pas forcément à fond dedans. Et donc qui sont littéralement des policiers, on va dire, atypiques, des policiers en dehors du commun des policiers. Ça c'est intéressant pour le coup, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que si on voit que ça ne fait finalement toucher que ces policiers-là, qui sont déjà en fait de fait en dehors du cadre général de la police, c'est un peu dommage. Parce que ça veut dire que c'est a priori pas encore la bonne manière de pouvoir améliorer les choses avec la police. Bon, après encore une fois, moi personnellement, ma chapelle, c'est de vous dire on enlève la police tout court. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne manière de gérer la police autrement qu'en la mettant dans l'acide. L'institution policière, qu'on soit d'accord, je ne parle pas de faire des violences sur les policiers. Hein. On ne parle pas de Jean-Michel policier, moi je vous parle de l'institution policière. Tout comme je vous parle de l'État. Quand je parle de l'État, que je vous dis que pour moi l'État devrait disparaître sur sa forme de gouvernement actuel, c'est le même principe. Merci énormément. New Coffee Shop Sale from Lilith. À voter. Eh ben bon vote. Et du coup, merci énormément Lilith. Je vais regarder et faire le colis tout à l'heure. Et du coup, je vais essayer d'envoyer le colis demain matin. Dans l'idée, si j'ai 2 colis demain matin à faire, je peux me chauffer et y aller avant de lancer le live. Allez, on y croit. Mais du coup, merci énormément pour la peluche qui est achetée. Et j'essaie de l'envoyer, de toute façon, encore une fois, généralement quand on commande une peluche, j'ai tendance à l'envoyer dans la semaine qui suit. Là, la peluche qui a été achetée hier, elle a été achetée hier. Donc là, la peluche qui est achetée aujourd'hui, pareil, je vais essayer de faire là assez rapidement les 2 colis et du coup, la fameuse lettre.
J'essaie de faire ça vite. Mais en tout cas, merci beaucoup. Le craquage pas discret. Bah non, surtout qu'en plus ça fait le petit... my ding ding dong. Ce qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Mais voilà. Du coup, on continue. De prime abord, la culture policière, telle qu'on la catégorise, selon ses pires aspects, par exemple tout ce qu'on a vu en confrontation, la brutalité, le racisme, le sexisme, l'aspect punitif, dominateur, parfois carrément malhonnête et corrompu, apparaît en totale contradiction avec les principes et les valeurs de la justice restauratrice. Ainsi, les chercheurs ont exprimé de fortes oppositions au fait qu'elles leur soient confiées les facilitations. Et ça s'entend tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment quand il y avait Antipé qui était là. Elle vous disait justement, le problème c'est qu'en fait, quand tu laisses la justice restauratrice, et pas la justice transformatrice, parce que la justice transformatrice, tu sors du cadre de la police, justement. Quand tu restes avec la justice restauratrice, le problème c'est que tu donnes du coup les outils et les valeurs de justement réparer les choses à des personnes et à une institution qui a plutôt tendance à faire exactement l'inverse. Donc bah du coup, clairement, on peut se poser la question de, bah en fait si on leur donne ça, est-ce qu'ils vont pas totalement le dévoyer ? Enfin ne pas du tout faire du coup ce qu'il est censé faire et finalement bah, justement reproduire via ces outils là encore une fois les oppressions qu'ils reproduisent déjà avec les outils qui leur sont déjà accessibles. Donc vraiment ça s'entend et c'est pertinent de se poser la question de comment est-ce que c'est fait, est-ce qu'on peut pas faire mieux, est-ce qu'on peut pas sortir de ce cadre là, etc. Sinon de rien, c'était trop mignon et ton travail est de qualité. Alors encore une fois, les peluches c'est pas moi, les peluches c'est Anémone, c'est uniquement ma femme du coup qui fait les peluches, qui en fait plein. D'ailleurs si vous regardez, aïe, ça c'était mon genou, vous avez tout un tas de peluches un peu partout. Voilà, vous avez tout un tas de peluches qui traînent, vous avez un chapeau champignon qui est juste là, qui va être ajouté incessamment sous peu sur la boutique. Vous avez, alors actuellement là ce que vous voyez, le gros tas de cuir qui est là, enfin de 6000 cuir, c'est un corset en cours de création. Voilà, Anémone est en train de se faire un corset, rien de moins que ça. Mais du coup, c'est elle qui fait toutes les petits trucs créatrices parce que bah en fait, elle fait beaucoup de couture, elle fait beaucoup de crochets. Et donc bah du coup, elle fait énormément de choses et bah c'est trop cool quoi. Même si tout le monde devrait juste avoir le droit de mériter de vivre sans avoir à être validé par des bourgeoises comme moi. Tu es déjà extrêmement adorable, donc merci beaucoup. Et je suis d'accord que tout le monde devrait avoir le droit de vivre sans avoir le droit, sans avoir l'obligation de devoir mériter de vivre. C'est un système qui est aberrant dans notre monde, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien et merci beaucoup pour l'achat pour Anémone. Ce sera transmis et si Anémone a l'occasion, je pense qu'elle te dira merci elle-même. Et du coup, je continue. Blague en... blague. Sérieusement. Ah, il a pas dû être facile à porter son nom. Je suis désolé pour cette personne. Pardon. Donc, Blague en 1997. Cuné 1 en 1997. Asworth en 2002. Roche en 2003. Pense par exemple que la police est incapable de faire preuve de cette forme de professionnalisme qui garantit un processus équitable. Ils craignent que la facilitation ne leur donne trop de pouvoir. Étonnamment. Sandor, en 1994, affirme que la police exploite la vague de justice restauratrice pour étendre sa fonction punitive et que si l'occasion se présenteront, ils en abuseront. C'était inattendu. Bolk, en 97, a critiqué l'usage de la honte par les policiers, qui, bien qu'elle devrait être réintégrative, pourrait être utilisée comme une occasion de stigmatiser encore plus des jeunes déjà honteux. Il estime que la police ne comprend pas les besoins des jeunes, par manque de formation, de compétences, surtout sur les faits de gérer le déséquilibre de pouvoir entre jeunes et adultes, et donc, elle ne peut pas être neutre. White en 94, Roche en 2003, se demande s'il est réaliste d'attendre de la police, qui est imprégnée du système accusatoire et punitif, de jouer un rôle clé dans le processus de réparation. Callaghan en 96 pose la question de l'impartialité. Or, les policiers seraient ici dans une position partiale, c'est-à-dire avoir jugé à l'avance pour des raisons qui ne sont pas bonnes, notamment par préjugés, d'autant plus si les facilitateurs ont été impliqués dans le processus pénal avant la conférence. Sur ce point spécifique, il est à noter que même les partisans de la facilitation par la police estiment que ceux qui procèdent à l'arrestation ne devraient pas être ceux qui mènent la conférence ensuite.
Bowling et Phillips en 2003, Sanders et Young en 2003, remarquent que seuls les participants blancs de classe moyenne se seront traités de manière équitable et respectueuse, ce qui démontre une persistance des préjugés, de la discrimination, qu'importe le processus mis en place. On est vraiment inattendu, hein. Voilà. Sinon, belle esquive. Hein, plaît-il? Je passe sous un tunnel, j'entends pas. Oui, non, je dois m'enfuir. Ah. Jeannette Chan, en 99, opère une distinction entre une culture policière dite de la rue, liée à une activité de patrouille, d'arrestation, qui est liée à cette image d'une culture sexiste, conservatrice, raciste, défensive, cynique, suspicieuse, brutale, et une autre dite professionnelle. Reprenant Bourdieu, la criminologue et sociologue dit que l'expérience du terrain de la patrouille est connectée à un ensemble donné de conditions structurelles qui développent et maintiennent certains présupposés culturels, qui amorcent certains choix concernant leur action, ce qui influence en retour leur pratique. C'est marrant quand même, hein. Ah là là, on ne s'y attendait pas. Franchement, inattendu. Franchement, on ne pouvait pas le deviner. Une institution qui est si gangrénée par tout un tas de biais racistes, sexistes, oppressifs, violents, etc., qui du coup, même si tu leur mets des outils qui visent à déconstruire ça, eh ben ne marche pas et continue à faire ça. Oh là là, oh c'est inattendu, vraiment, oh. Nous ne savions pas. J'ai entendu un chat qui est en train de faire ses griffes sur un de mes fauteuils là. Ouais, Brindille, je te vois. Surprise, mais en fait, non, Ouais, pas de surprise. Mais en fait, non, pas de surprise. Oui, voilà, double surprise, mais en même temps, ça le méritait. Les policiers ne développent donc pas tous les mêmes valeurs, selon elle. Ces valeurs peuvent varier selon les changements organisationnels et les activités qu'ils mènent. L'autre culture policière, dite professionnelle, est quant à elle liée à des valeurs assez partagées par la justice restauratrice. Mettre l'accent sur la résolution des problèmes, ne pas porter de jugement dans l'approche des personnes, apprécier la diversité des cultures et de modes de vie, viser à impliquer la communauté dans le maintien de l'ordre ou de la résolution de problèmes, s'efforcer de satisfaire les personnes. Les chercheurs Johnston et Von Ness estiment que les policiers qui postulent et se forment volontairement pour exercer dans le cadre de la justice restauratrice sont très certainement plus dans cette culture professionnelle que de rue. Et donc c'est là où on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on se rend compte que finalement, ceux qui vont rentrer dans la police, notamment directement en allant sur ces thématiques-là, de justice restauratrice, en fait, c'est le tout petit pourcentage de policiers qui, justement, ne partagent pas les valeurs communes, malheureusement, à l'institution policière. Et que, de fait, ils sont l'altérité. Ils sont la petite partie qui n'est pas comme le reste de la police. Et c'est ça qui du coup est un peu dommage au final, parce que ça veut dire que la grande majorité de la police ne sera pas influencée par ce genre d'outils, voire même dans le cas où ce genre d'outil leur sera quand même confié, ils vont le dévoyer, ils vont l'utiliser pour continuer à faire preuve des mêmes abus qu'ils font déjà sans cet outil. Donc c'est quand même un peu triste. Et du coup on en revient à la même conclusion qu'avant, on ne veut plus de police. Plus de police, plus de prison. Voilà. En cela, cela peut peut-être écarter les craintes des autres chercheurs concernant la brutalité, la domination, les préjugés qui pourraient s'exercer durant les conférences, étant donné qu'il y a une auto-sélection et que les policiers à la culture de rue ne verraient pas d'intérêt à se former et à faire de la justice restauratrice étant donné leur punitivité. Mais cette auto-sélection a aussi le désavantage de ne pas changer la culture policière. La criminologue Caroline Hoyd estime qu'il serait naïf d'attendre que l'installation de la justice restauratrice entraîne une professionnalisation de toute l'organisation policière. Autrement dit, les problèmes liés à la culture de rue ne seront pas réglés puisque la justice restauratrice se retrouve comme un service à part dans la police, avec sa propre culture séparée du reste. Et on le voit dans l'étude précédente, les personnes ayant participé à la conférence font la distinction entre cette police de rue, celle qui a arrêté les offenseurs, et la police sympa, celle qui a facilité la conférence. Dans une autre étude, portant sur la justice restauratrice, O'Mahony et Doak, en 2004, montre que les parents accompagnateurs font aussi cette différence entre la police facilitatrice, qui est perçue comme sympathique, face aux patrouilleurs, qui sont perçus comme brutaux.
Autrement dit, la justice restauratrice amorce effectivement une nouvelle voie, mais quand elle ne substitue pas à l'ancienne, les problèmes anciens peuvent persister. C'est à peu près une nouvelle pièce avec de nouvelles fonctions qui seraient ajoutées dans un bâtiment du système pénal impliquant police, justice, prison. Certains problèmes y sont traités, mais le bâtiment reste relativement inchangé. Étonnant! Cependant, la justice restauratrice peut quand même avoir un effet bénéfique. Dans une introduction donnée à destination des policiers, le document parle d'une façon d'interpeller sur le terrain qui serait à l'optique restauratrice. Quelle forme de la justice restauratrice peut-elle prendre? Les activités de la justice réparatrice peuvent prendre de nombreuses formes, notamment le recours informel à la justice réparatrice. Les techniques de justice réparatrice peuvent être utilisées de manière informelle dans le travail quotidien des policiers pour faire face à la criminalité de faible niveau et aux comportements antisociaux. Peut être considérées comme réparatrices, les actions pour être considérées comme réparatrices, les actions doivent comprendre une communication entre la victime et le délinquant afin d'établir ce qui s'est passé, qui a subi un préjudice et ce qui peut être fait pour réparer le préjudice causé. Le niveau 1 de la justice réparatrice est utilisé pour les accidents de la rue qui doivent être traités rapidement par les agents d'intervention. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'études précises ou de témoignages bien fournis montrant comment cela peut se dérouler. Mais cela montre qu'il est possible d'agir dans une optique réparatrice sur le terrain, donc potentiellement d'amorcer des changements dans la culture dite de rue. Cela pourrait être une piste pour transformer les situations brutales, injustes notamment, des contrôles d'identité qui, on l'a vu en France, sont majoritairement décidés en fonction de préjugés et qui dérivent très rapidement sur de la violence policière, parfois extrêmement grave, sans aucun motif de légitime défense. Voilà. Donc là, évidemment, quand vous avez le texte à la première personne, c'est V6 qui vous parle. C'est V6 qui vous parle, voilà, exactement. C'est V6 qui vous partage aussi son retour. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans le livre, d'ailleurs, au passage. C'est pas juste un livre brut en mode tiens, l'étude machin chose t'a dit ça et puis basta, bisous. On a aussi un retour sur du coup quand même l'autrice qui va nous dire là typiquement on a ça qui est fourni par du coup les recherches, on a ça comme élément qui est issu de tel ou tel truc, très bien. Par contre moi du coup j'ai telle limitation parce que j'ai pas trouvé d'autre chose, etc. J'ai pas pu approfondir la question, etc. Et c'est important parce que ça permet de voir les limites. Encore une fois, je reviens sur quelque chose quand même qui est un peu dit et répété souvent sur ma chaîne, mais je pense que c'est pertinent. Ça permet de voir aussi les limites. Là, dans ce travail-là, on voit que la justice restauratrice a des points forts, a des points faibles. Les points faibles étant la police, concrètement. Voilà. Le fait est que, malgré tout, les études sur le terrain, on n'en a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça, et du coup, c'est compliqué de pouvoir dire vraiment, en fait, finalement, les effets. Surtout les effets en France. On a des études qui sont faites du coup sur des tests qui ont été faits, un protocole qui a été fait en Grande-Bretagne, très bien. La police est globalement un petit peu la même partout, surtout dans les pays européens, c'est vrai. Pour autant, la police française n'est pas la police de Grande-Bretagne. Clairement, il y a une différence, et une différence notable. Et notamment, il y a une différence en termes de niveau de violence. Là, on l'a vu ces dernières années, la police française, dire qu'elle est violente, c'est un euphémisme. Alors ça ne veut pas dire que la police de Grande-Bretagne n'est pas violente, c'est pas le cas. Clairement, la police de Grande-Bretagne est violente aussi. Mais il y a une gradation qui est quand même nettement moins haute en termes de violence, de manière, on va dire, systématique. Malheureusement, la police en France, elle est connue, elle est fichée pour ça, régulièrement par notamment les observateurs internationaux, etc., par les études qui sont faites dessus, quand il y en a. C'est que malheureusement, en France, la police est très raciste, elle est très sexiste, elle est très violente, beaucoup plus que beaucoup d'autres polices qui existent en Europe ou dans les pays occidentaux en général. Donc bon, savoir si en France ça marche bien ce qui est mis en place, est-ce que ça marcherait bien si on essayait de le mettre en place, etc. Ça reste compliqué malheureusement puisqu'on n'a pas vraiment d'études là-dessus quoi. Et même si formellement c'est annoncé dans un texte, ça nous dit ah oui tel commissariat ou telle institution policière dit qu'il faut faire ça comme ça et tout, est-ce que concrètement ça marche vraiment comme c'est prévu? Est-ce que c'est pas dévoyé? Est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux? C'est compliqué. Ça reste compliqué à établir.
Les partisans de la justice restauratrice via la police ne sont pas inconscients de ces problèmes. Toujours dans ce même document à destination des policiers, ils présentent une conférence communautaire qui justement s'attelle à régler les problèmes de contrôle d'identité vécus par la communauté ciblée comme injuste et violente, et qui à terme a suscité beaucoup de méfiance, voire de conflits. À Gloucester, la police et des experts en justice restauratrice ont organisé un forum, un moment de discussion réparatrice entre des jeunes noirs et la police. Durant le temps de préparation, il a été demandé aux policiers de réfléchir à leurs actions et à la façon dont ils communiquaient avec cette communauté. Il a été demandé aux jeunes de réfléchir à leur expérience avec la police, aux incidents qui ont pu se produire et les conséquences de ceux-ci. Ensuite, il y a eu une réunion de ces deux groupes, selon un modèle habituel de justice restauratrice où victimes et délinquants se rencontrent. Il pouvait y avoir en tout jusqu'à 30 personnes, dont 10 à 20 jeunes. Tous les jeunes qui le veulent sont acceptés. La seule condition est que les organisateurs les voient afin qu'ils puissent être préparés. L'un des objectifs est de sensibiliser la police quant au ressenti de cette communauté et les conséquences que cela peut avoir. Par exemple, des jeunes leur ont expliqué qu'être approchés par la police est une source d'anxiété, parce qu'ils sont vus en train de discuter avec eux, ils peuvent être considérés comme des mouchards et que cela a de graves répercussions pour eux. À la place, ils ont proposé aux policiers de les saluer d'un simple hochement de tête, ce qui leur paraissait poli, alors que les policiers ont pensé au contraire que c'était grossier de faire ça. Ils ont expliqué aux policiers qu'étant donné que leur présence les rend anxieux, ils ont tendance à monter leur capuche, à mettre leurs mains dans leurs poches. Et les policiers ont expliqué que c'était cette attitude qui les poussait à engager un contrôle d'identité, une fouille. Cela permet aussi des discussions plus horizontales. Par exemple, les organisateurs rapportent que les policiers et des jeunes ayant vécu dans d'autres pays ont beaucoup discuté de façon similaire des pratiques très violentes de la police là-bas, les rejetant mutuellement. Des policiers se sont engagés ensuite auprès des jeunes pour changer leur façon de communiquer en fonction de ce qu'ils avaient dit. Les jeunes, souvent malgré une forte défiance au départ, ont proposé aux policiers de participer davantage à la vie dans leur communauté, leur proposant de venir en civil pour des matchs de foot ou dans les divers clubs. Le message était globalement qu'ils appelaient à ce que les policiers soient moins sur la défensive avec eux et qu'ils s'intègrent, qu'ils considèrent les jours où ils n'ont pas trouvé de drogue comme les bons jours, par exemple, et non l'inverse. Ils se sont entendus aussi sur les problèmes entre la police de patrouille d'intervention et celle de proximité. Les agents présents dans la salle ont été d'accord sur le fait qu'une mauvaise interaction avec un agent d'intervention pourrait complètement défaire toute la bonne volonté qu'un agent de proximité a générée. Ils ont exprimé leur colère qu'un de leurs collègues, en ne considérant pas l'impact de ces actions, puisse avoir un effet négatif sur leurs propres interactions au sein de la communauté. Un agent a dit ouvertement « ces policiers-là, policiers d'intervention, me font du mal quand ils se comportent comme ça. » La souffrance des jeunes a été reconnue et les attitudes déplacées de leurs collègues ont été ouvertement rejetées. Il y a donc eu des effets très positifs. Ils ont pu interagir de façon à se comprendre, s'informer mutuellement. Les policiers ont aussi expliqué comment ils procédaient et pourquoi. Leur ont laissé voir tout le matériel, voire le tester, et décider d'actions à l'avenir qui pourraient apaiser les tensions et les conflits, revoir les modes de communication, que les policiers vivent avec eux d'autres moments en civil. A noter que c'est assez fascinant de voir que ces jeunes ont proposé naturellement des solutions très pertinentes qui sont connues dans les champs de la résolution des conflits, de la psychologie des conflits et de la paix pour être efficaces. C'est d'autant plus fort que les organisateurs avaient perçu pourtant une très forte défiance. Mais celle-ci, pour que les jeunes puissent proposer des solutions aussi fines, devait être très loin d'une haine aveugle puisque d'emblée, ils ont voulu apprendre à connaître ces policiers en tant que personnes sous d'autres aspects que celles fermées dans l'uniforme. La solution, pour que la justice restauratrice puisse agir aussi sur la violence policière, ses dérives, voire sur toutes les dérives du système pénal, serait donc de la généraliser au moins dans la mentalité et dans les façons de faire. La police réparatrice vise à créer une nouvelle façon de penser chez les policiers, de sorte qu'ils pensent et agissent de manière réparatrice non seulement avec les victimes et les offenseurs, mais aussi avec leurs collègues de travail, les membres de la communauté, voire leurs familles et leurs amis. Bowes en 2002. Mais c'est un projet impossible si la justice restauratrice devient une spécialité séparée. On peut donc en déduire que la justice restauratrice doit être adoptée par l'ensemble d'un service, si l'on veut parvenir à un changement de culture à tous les niveaux et dans tous les services. O'Mahony Hall en 2002. Ok. Un macroniste doublé d'un facho me souffle dans l'oreille que la police française n'est pas aussi dure que celle de la Pologne et de l'Italie, hongroise ou d'autres pays chiants sur les droits de l'homme. Whataboutisme. Oh là là, quel enfer. Mais oui, il y en a des comme ça, hein. Il y en a. Attends, le point ACAB, c'est le moment de parler du capitaine ACAB. Mais non. Et reverso, de retour, aujourd'hui c'était sorti cinéma avec l'HP. Gros fail pour ma part, on est allé voir Monsieur Constant, qui est le sosie de mon père que j'ai renié.
Bonne nouvelle, mes canaux lacrymaux ne sont pas bouchés. Mauvaise nouvelle, j'ai chialé fort pendant 2 heures. Bah, j'espère que ça va quand même. C'est sûr que ça va pas forcément être agréable du coup de tomber sur ça. Parce que bah, du coup ça doit faire un choc pour le coup. J'espère que bah, au moins tu te sentiras bien avec nous. Bon là on est plutôt sur la fin du stream, hein. Il est déjà 16h30. Je pense que la VOD va se couper d'ici à peu près un quart d'heure. Enfin, je vais devoir couper la VOD en gros vers 16h45, quelque chose comme ça. Et puis bah, je vous abandonnerai pour la journée, enfin pour la fin de journée, je vous enverrai en raid quelque part. Nous on est en train de parler de la police du coup et de la justice restauratrice. C'est vraiment cool, ceci dit c'est intéressant. Bon là on est sur le passage, comme à chaque fois, qui nous dégoûte un peu. Parce que du coup on est sur le passage où en fait bah... on voit et on constate que la justice restauratrice au sein des polices, finalement, elle est surtout utilisée par les policiers qui sont pas la majorité. C'est surtout la toute petite minorité de policiers qui n'ont pas justement ces fonctionnements violents, brutaux, de racisme, de sexisme, etc. qui sont en fait directement attirés par ce genre de fonctionnement et qui ont tendance du coup à être mis comme un service séparé. Et donc bah du coup, comme ça devient un service qui est séparé, à côté, et bah du coup ça ne change pas la police en fait, étonnamment. Vraiment, c'est inattendu. Donc bah du coup ça dégoûte un peu parce que voilà, on voit que ce service de police qui a des effets très intéressants et très pertinents, bah en fait la moitié du temps leurs travaux sont complètement défoncés par la grande majorité de la police qui continue à se comporter de manière brutale, etc. Et à contrario, on voit que si on veut pouvoir amener à au moins un peu limiter les problèmes de la police, bon en soi pour limiter les problèmes de la police il faut dissoudre la police, hein, rappelons-le, mais bon voilà. Et ben le problème c'est que bah, il faudrait généraliser ça à toute la police. Sauf que la police par son fonctionnement notamment brutal, de ségrégation, de racisme, de sexisme, etc. bah en fait n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de fonctionnement qui est largement mis en place. Au contraire, bien au contraire. Donc c'est positif et frustrant. Bonjour Méroge, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? On est en pleine lecture de sciences humaines et sociales. On est en train de parler de justice réparatrice et de police. Je continue la lecture. Il ne s'agirait pas d'imposer aux policiers de faire des conférences, ce qui serait dangereux s'ils sont toujours dans une mentalité brutale et punitive, mais d'au moins les sensibiliser à la justice restauratrice, à ses valeurs, ses principes et la notion de réparation. Mais les chercheurs sont néanmoins pessimistes. Cependant, les données empiriques suggèrent que l'objectif d'insuffler les valeurs de réparation à l'ensemble du travail policier est trop ambitieux. En attendant, afin d'éviter toute dérive et que la justice réparatrice soit menée au mieux, il suggère pour sa mise en place que les facilitateurs policiers ne doivent pas avoir précédemment joué un rôle dans l'affaire afin d'éviter les préjugés et la domination lors de la séance, au moins un minimum. Qu'il serait préférable qu'un co-facilitateur issu de la communauté locale, donc en dehors de la police, soit présent en plus du facilitateur policier afin que chacun vérifie les préjugés de l'autre. Qu'il y ait un suivi des processus de restauration par d'autres organismes, pairs ou superviseurs. Que les participants puissent faire un feedback sur les séances, ou encore mieux, des recherches indépendantes afin de vérifier les pratiques sur le terrain. Qu'il pourrait y avoir la présence d'avocats, non pour guider la conférence ou empêcher l'exploration de questions, mais pour garantir la justice dans les procédures, par exemple pour éviter que la conférence ne devienne un interrogatoire policier, ou encore que les décisions prises, réparation, soient injustes. Un avocat pourrait aussi proposer des solutions de réparation qui veillent à respecter les droits de l'homme, qu'elles ne soient pas élevées au point d'atteindre aux droits de l'offenseur, mais qu'elles soient tout de même suffisamment élevées afin de garantir la sécurité publique. Cependant, les chercheurs doutent que les avocats puissent accepter un rôle tel que celui-ci, qui limiterait leur pouvoir habituel et les placerait en retrait. Bon là on tombe sur un autre problème, les représentants sociaux, les jeux de domination. La profession d'avocat est une profession qui vous met sur un piédestal et on constate de manière assez évidente que malheureusement, socialement parlant, un avocat n'a pas envie, ne peut pas se permettre de se mettre sur un rôle plus bas, sur un rôle de moindre importance, encore moins un rôle de retrait. La construction sociale du métier fait que on ne te pousse pas à ça, donc tu n'es pas dans ce contexte-là, tu n'as pas l'habitude de ce contexte-là, tu ne veux pas ce contexte-là, et donc c'est assez improbable de voir un avocat qui pourrait accepter ce genre de fonctionnement et du coup rabaisser son rôle social. C'est très peu probable. Enfin, les chercheurs concluent qu'à choisir, il faudrait privilégier des facilitateurs professionnels, dont c'est le métier,
plutôt que des policiers, des bénévoles ou des travailleurs sociaux, étant donné qu'ils sont plus défaitistes sur le pouvoir de la justice restauratrice à changer la culture brutale d'une certaine frange de la population policière. Alors ça, oui et non, je vois pourquoi, mais je suis pas vraiment d'accord dans le sens où si on reste sur une petite caste de professionnels qui auraient en gros tous les moyens de gérer ça, on risque de retomber dans un système de domination un peu différent, mais quand même un système de domination avec une certaine forme de classisme peut-être, et ça pourrait être très dommage en fait, ça pourrait être extrêmement dommageable, donc je suis pas vraiment d'accord. Je vois le pourquoi, parce qu'effectivement si les populations actuellement utilisées du coup ont un sentiment défaitiste etc, c'est pas bon, mais des facilitateurs professionnels dont c'est uniquement le métier de servir de facilitateur dans ces séances là, je pense que c'est dommageable, aussi. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Oui. Ça va bien et vous? Bah ça va bien, on est encore une fois en live de lecture de sciences sociales, donc du coup c'est toujours cool, c'est plutôt cool, ça fatigue beaucoup parce que ça prend pas mal de ressources, mais c'est bien. Il y a le disque que les assos sociales sont anti-police, alors c'est pas vraiment qu'elles sont anti-policières, c'est qu'elles sont défaitistes sur la capacité de la police à s'améliorer. En gros, c'est les associations partent du principe que la police est brutale et restera brutale. C'est pas que ils sont anti-police, pas forcément, loin de là, parce qu'en plus on a une culture qui nous pousse très fortement à dire que la police c'est un peu la panacée, c'est nécessaire, on a forcément besoin d'une force de répression pour gérer les problèmes, patati patata, même si les 3 quarts du temps en fait les problèmes sont créés par la police, mais ta gueule ne prend pas ça en compte. Voilà, la police est nécessaire, en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, même si tu vas avoir des associations qui vont se dire quand même, on m'a dit ta gueule, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, quand même, en vrai la police elle est vénère, ils vont pas remettre en question le fait que la police est nécessaire. Pour eux, ils vont rester dans ce processus là et de se dire non, la police est nécessaire, elle est violente, c'est un problème que la police soit violente, mais la police est nécessaire, et c'est juste qu'ils vont partir du principe que malheureusement on ne pourra pas changer la police sur cet aspect là. Ils vont rester sur l'idée que la police est violente et restera une police violente et qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc du coup c'est là où les chercheurs ont tendance à vouloir remettre en avant du coup plutôt l'idée d'avoir des professionnels dont c'est uniquement le métier de s'occuper, de servir justement de facilitateurs au sein de ces réunions-là, parce qu'ils seraient du coup formés dans l'idée et notamment avec tout ce qui est les problèmes créés par la police, et tu cites Hilda, mais oui, Hilda c'est trop bien, Hilda c'est trop bien. Voilà, dessin animé trop bien, et d'ailleurs j'ai un chat qui s'appelle Brindille. Voilà, je me contenterai de dire ça. Toujours est-il que du coup, en fait quand tu auras des professionnels qui sont formés à ça, ce seraient des professionnels qui passeraient forcément par des séries on va dire de formation type tout ce qui est sciences humaines et sociales, et donc de fait qui auraient conscience de la, alors entre guillemets, facilité, voilà, entre guillemets, facilité à changer la police, et du coup, pour le coup, c'est pertinent en fait d'avoir ce genre de métier là, parce que ils vont pas être défaitistes, ils vont se dire oui on peut le modifier. C'est le nom de, je sais plus qu'est-ce que c'est comme créature là avec des petits bois, la petite créature qui suit Hilda. Je sais pas le nom en VO parce que du coup je l'ai regardé en français, mais c'est en français, c'est le nom de la petite créature mignonne qui a des petits bois. C'est un, je sais même pas, c'est pas un cerf, c'est une créature mignonne avec des petits bois de cerf, genre c'est un toutou cerf, ouais, un renardin, voilà, exactement. Et ben voilà, en français c'est Brindille. Je continue le texte. A noter que toutes les initiatives de justice restauratrice dont la police ont opéré dans des contextes nationaux qui ont également développé une police communautaire de proximité, dont l'objectif n'est pas la répression. Ça sous-entend qu'en France, ça va être compliqué. Parce qu'on va relire le texte là. Ça s'est passé systématiquement dans des pays où l'institution policière essaye de faire une police de proximité communautaire qui n'est pas axée sur la répression. Ça sous-entend que si on essaie de le faire en France, où la police est uniquement axée sur la répression, ça va pas marcher. Déjà que ça marche pas forcément si bien que ça dans ces pays-là, pour les raisons que la police est la police. En France, en gros, zubi.
la résolution de problèmes et qui a une forme, donc attendez je reprends la phrase, donc dont l'objectif n'est pas la répression mais la prévention, la résolution de problèmes et qui a une forme beaucoup plus décentralisée qu'en France. Ce sont des pays, pour certains, qui ont reconnu des problèmes comme le racisme systémique et qui ont tenté de le régler. En France, bien qu'il y ait quelques tentatives de police de proximité, quelques tentatives, hein, et puis il faut voir les conditions, cela a été avorté, le pouvoir est extrêmement centralisé, le racisme systémique n'est pas clairement reconnu malgré le constat des défenseurs de droit, par exemple, et de plus en plus de lanceurs d'alerte, l'aspect répréhensif tend à devenir l'exclusivité du métier, il y a peu de structuration du préventif, voire pas du tout, les ordres étant benchmarkés sur la comptabilité répréhensive, il semblerait qu'avant de pouvoir imaginer ce genre d'initiative, il y a encore beaucoup plus d'étapes à franchir, car cette culture professionnelle est rendue impossible, étant donné les ordres, les tâches données, les objectifs, les politiques d'institution, la mise au placard, le dénigrement des policiers qui en font preuve. La culture dite de rue semble majoritaire en France, écrasante et valorisée, amorcée, propulsée par la structure. Voilà. Il n'est pas cité dans les personnages, mais c'est genre un des compagnons principaux. Mais c'est genre un des personnages principaux, bordel de merde. Comment est-ce qu'on peut ne pas le mettre dedans? Please. Bon, du coup là c'est triste, hein. Concrètement c'est triste. Là le constat est, en France, notre système de police étant absolument pas une police qui est faite pour être de proximité, ou très très peu. La grande majorité de la police étant une structure qui est totalement centralisée, notamment au pouvoir, par rapport au pouvoir politique, par rapport à tout ce qui est la présidence, le gouvernement, etc. On est sur un fonctionnement qui est tout sauf sympathique. On est vraiment sur un fonctionnement où notamment la culture donc, de rue, la culture brutale, la culture sexiste, violente, la culture du flic qui est justement d'être mauvais, hein, voilà, c'est la culture majoritaire de la police et qui est valorisée, qu'on continue à mettre en avant. À plus forte raison, en plus de ça, on met totalement en retrait, voire on punit les personnes qui essayent de relever les problèmes qu'il y a dans le système, comme par exemple les problèmes de racisme, on les nie absolument. Et enfin, on a un dernier ordre, un dernier petit élément qui vient foutre un sbul monumental, c'est que nous avons une manière de faire la police qui est benchmarkée. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'en fait on a des tableurs à remplir de chiffres. Il faut qu'il y ait tant de personnes qui a subi la répression. Il faut qu'il y ait tant de personnes qui a été reconduites à la frontière. Il faut qu'il y ait tant de personnes qui soient amenées en justice, etc. On a en fait l'idée que la police en France est une institution qui doit faire du chiffre. On a la culture du chiffre. Et donc de fait, partant de là, ça casse complètement toute forme de possibilité, de près ou de loin, de faire une police qui va être réparatrice en fait. C'est absolument pas possible, puisque les objectifs de la police, c'est de remplir le tableur sur le fait de casser la gueule à des gens. Donc du coup, c'est compliqué que finalement, on va leur dire, non, vous n'avez pas cassé la gueule à des gens. Ça va pas marcher, puisque c'est pas ce qu'on attend d'eux. Tout simplement. Donc c'est assez triste, c'est assez triste. La Startup Nation de merde, hein, ouais. On est dans un pays centralisé en tout point, complètement. On a une énorme centralisation. Il y a quelques décennies, on avait eu un début justement de décentralisation, des choses qui commençaient un petit peu à se décaler de Paris. Sauf que en fait, grosso merdo, depuis notamment bien Sarkozy et même avant, on a une recentralisation absolue de tous les éléments à tout niveau en fait. Que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau justement de comment est-ce qu'on pense les politiques, etc. Tout est centralisé, ultra centralisé, et c'est ce qui fait que ça pose problème en fait, parce que on laisse de côté le reste du pays, et le problème c'est que le reste du pays, c'est beaucoup de gens en fait. Il n'y a pas que Paris, hein. La France c'est pas Paris. Oubliez pas, un jour quand même. Bref, on continue. Un bilan mitigé. La police restauratrice est-elle autodéterminatrice ? On a vu précédemment qu'évidemment, la justice restauratrice a des principes complètement raccords avec la théorie de l'autodétermination et a potentiellement un vrai pouvoir de transformer les situations très sapantes, problématiques, en tremplin vers plus d'autonomie, que ce soit pour les victimes comme pour les offenseurs. Elle résout presque à elle seule ce point mort de la SDT. Donc c'est l'orientation, la SDT c'est justement la théorie de l'autodétermination, hein, qui était la difficulté de faire sortir les personnes de leur orientation contrôlée. Notamment celles qui persistaient à agir de façon contrôlée dans les environnements
autonomisant et montrant des solutions. Parce que effectivement, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'en fait, on constatait que les personnes qui avaient malheureusement été dans un cadre qui était contrôlant, quand en fait on les met dans un cadre qui est autonome, ils vont d'eux-mêmes recréer, alors même que le cadre est autonomant, ils vont se recréer pour eux en fait des cadres justement contrôlants. Ils vont traduire ce qu'on leur dit, ils vont traduire le contexte dans lequel ils sont en ordre, alors même que ce ne sont pas des ordres justement. Ils vont essayer de pousser en long, en large les personnes qui sont justement en train de mettre en place ce cadre-là pour qu'ils leur mettent un cadre contrôlant. On le voyait notamment avec un enseignant qui nous disait que il y avait une élève ou un élève, je sais plus, qui lui posait énormément de problèmes parce que en fait il essayait de mettre en place pour l'élève un cadre justement autonomiste dans lequel il pouvait un petit peu tester des choses, etc. Et en fait systématiquement l'enfant venait le voir à nouveau pour lui dire mais en fait où est-ce que je peux m'arrêter, où est-ce que je dois m'arrêter, en fait dans quelle direction est-ce que tu veux que je parte, etc. Et notamment au bout d'un moment qui partait sur des comportements nocifs, toxiques, pour être puni. Parce qu'en étant puni, du coup il avait une limite, du coup il était encadré de manière contrôlante. Parce que c'est ce qu'il essayait d'avoir, parce qu'il n'avait absolument pas l'habitude des cadres autonomes. Et ça c'est super intéressant justement de voir que là ça permet d'avoir quand même un petit peu des solutions, des points qui montrent que finalement, même avec des personnes qui sont dans ces cadres-là et qui n'arrivent pas à voir les cadres autonomisants, on a quand même des solutions, on peut quand même essayer d'amener petite touche par petite touche un petit peu de la prise de conscience et de l'autonomie. Et ça c'est très très bien. Il s'agit de réparer ces personnes et la justice restauratrice nous a donné les méthodes concrètes pour réparer et faire réparer. Ces méthodes peuvent s'appliquer à bien d'autres contextes où l'injustice a sapé une personne comme préalable pour reconstruire son autonomie, et on peut l'exporter à toute situation où il y a le conflit, difficulté entre personnes. L'exemple du forum est admirable à ce titre et pourrait vraiment concerner plein d'autres groupes en difficulté. En cela, nous ne reviendrons pas sur les points autodéterminants déjà abordés précédemment. Mais qu'en est-il de cette police restauratrice ? On a vu que même si les policiers étaient volontaires pour être formés et pour mener ces conférences, dans la pratique, ce n'était pas systématiquement sérieusement mené. Aucune information aux offenseurs, aucune préparation, un script qui n'était pas respecté, à moitié, et phénomène plus inquiétant, une domination du processus façon interrogatoire ou prise de pouvoir sur les personnes. Autrement dit, ces signes montrent là encore une orientation contrôlée, tout comme le facilitateur qui avouait, presque avec fierté, qu'il agissait tout autrement lorsque les chercheurs n'observaient pas. Il n'est pas raisonnable de confier la facilitation à des personnes en orientation contrôlée, au score en SDO et ou en RWA. Donc je rappelle, l'orientation à dominance sociale et l'autoritarisme de droite, dont les aptitudes sont hiérarchisantes, dominatrices, ce qui saperait ou détournerait les processus. Vivement une RFF, République fédérale française, why not hein. Bonjour Soso, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a eu le marqueur de VOD, on va pas trop retarder à s'arrêter du coup. Les séances communautaires, telles que celles citées par le RJC, la Restorative Justice Council, celles avec les jeunes, donnent une solution. Peut-être qu'avant même d'être formés, il s'agirait de leur faire vivre des séances de justice restauratrice afin de faire réparer définitivement cette culture de rue qui est sape tout autant que les personnes qu'ils ciblent parce qu'elle est une orientation contrôlée. Autrement dit, il faudrait une conférence réparatrice préalable où le rôle de victime serait des personnes lésées par la police et dans le rôle des offenseurs, les policiers eux-mêmes. Il y a d'abord à établir une forme de justice, clôturer l'affaire qui leur fait offenser les personnes qu'ils sont censés protéger en les responsabilisant. Il semble incompatible d'entrer en justice restauratrice tant que cette culture de rue n'est pas corrigée et remplacée par une culture dite professionnelle. Et là, les processus de justice restauratrice pourraient aider à comprendre les dommages de cette culture de rue et développer la volonté de les réparer, notamment par le fait qu'ils se transforment. C'est un projet très ambitieux, trop selon les chercheurs. Cependant, il est quand même déjà un peu amorcé comme en témoignent les programmes menés en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, etc. Ce qui est définitivement mieux que rien. Le contexte politique est extrêmement déterminant à ce sujet. À l'heure où j'écris, en 2020, il y a donc 3 ans. Je sais pas si V6 est là, mais je pense que V6 n'avait pas prévu, tout en n'étant pas forcément surprise, de voir la situation, à quel point elle s'est dégradée en France et à quel point on s'éloigne très 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 fort en France d'une justice réparatrice. Vraiment... on voit comment ça va, voilà quoi.
À l'heure où j'écris, en 2020, les violences policières sont déniées, le racisme systématique est dénié, et plus de pouvoir de domination répréhensive est offert aux policiers. On est sur une voie à l'opposé de tout changement, vers une justice restauratrice ou même une police plus centrée sur la résolution des problèmes et la prévention, comme les polices de proximité qu'on peut trouver dans d'autres pays. Tant que les environnements distaux n'ont aucune motivation en faveur d'une police de résolution de problèmes plutôt que de punition, il me paraît assez impossible d'espérer un changement structurel même minime. En France, à l'heure où j'écris, ces solutions institutionnelles apparaissent malheureusement comme complètement utopiques au vu de l'état de la police. Notre modèle semble quasiment exclusivement autoritaire, et cet autoritarisme semble augmenter. Les pouvoirs en place légitiment cette façon de régner l'ordre. Est-ce qu'il y a néanmoins cette culture professionnelle dans certains services ? Les policiers et lanceurs d'alerte dénonçant très clairement les problèmes en font preuve, mais ils sont seuls contre tous, et beaucoup d'entre eux se font mettre au placard, harcelés à cause de leur éthique professionnelle. Nous n'avons pas parlé d'autres services plus liés à l'investigation que peuvent avoir des cultures encore différentes pour des raisons évidentes. Il est de fait difficile d'avoir accès au domaine du renseignement par exemple. Il est possible que d'autres secteurs plus invisibles de la police ou de la sécurité puissent avoir une culture qui n'est pas celle de la rue, car elle serait contradictoire avec les besoins des missions. On ne peut pas infiltrer un groupe, trouver des indicateurs avec une attitude punitive, antisociale, comme on l'a vu dans Obstacle. Il y aurait peut-être des solutions à creuser à ce sujet. Les services de renseignement ont peut-être beaucoup à transmettre en stratégie sociale, de contact par rapport à la police de rue, et qui ferait peut-être diminuer les violences. Mais ce n'est qu'une supposition. Mais comme on l'a dit, rien ne se fera sans une forte motivation, à la fois des environnements distaux et proximaux. La justice restauratrice a pu s'établir institutionnellement dans d'autres pays parce que les pouvoirs publics l'ont permis, et elle ne s'installe convenablement que lorsqu'elle est menée par des personnes d'environnements proximaux qui sont motivées par celle-ci, la prennent au sérieux, exercent avec une orientation autonome, une motivation intrinsèque intégrée ou identifiée. On a vu que les défauts et problèmes sont toujours une question de motivation à mettre le cadre en œuvre correctement. C'est lorsque ce n'est pas pris au sérieux qu'il y a problème. Bien que le constat soit un peu déprimant pour plus de justice réparatrice en France, il serait dommage d'en rester à ce fatalisme marécageux. Cette conception de la justice réparatrice est exportable à d'autres contextes. On peut l'internaliser et en faire une force de transformation, de résolution de problèmes, qu'importe qui on est, ce qu'on a vécu, à quel pouvoir on a accès. On va le voir en justice transformatrice, qui est une forme de justice réparatrice plus radicale. Elle montre qu'il n'y a absolument pas besoin d'attendre un changement de la part d'environnements distaux pour tout de suite tenter de transformer les situations d'injustice. Et voilà, petite fouleur de YouTube, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, je sais pas si vous avez des retours à faire sur ce qu'on vient de lire, camarades du chat, mais pour ce qui est pour toi YouTube, j'espère que déjà la VOD t'a plu. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez retourner, etc. C'est fait pour, et puis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.